Donc ce qui vient, en effet, comme réaction immédiate quand on avance ces propositions, c'est que les financiers ne voudront plus prêter, la France sera isolée. Que répondre? Oui, la France sera isolée, c'est fait pour. Donc on ne voit pas en quoi le fait que la France soit isolée pose un problème. Ceux qui nous disent que la France sont isolés, mais ils nous expliquent en quoi c'est un problème. Parce que précisément, on veut s'isoler. Le but, c'est l'isolement. Sinon, à quoi ça sert? C'est l'isolement par rapport à quoi? On s'isole des marchés financiers. On s'immunise des marchés financiers. C'est l'objectif, l'isolement. Donc, on ne va pas regretter l'isolement, puisque précisément, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à nous isoler, à nous prémunir des nuisances des marchés financiers. Ceux qui posent la question, il faut leur retourner. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à nous laisser contaminer par le marché financier? Quand il y a des maladies transmissibles, eh bien, on organise ce qu'il faut pour se protéger. Donc c'est exactement la même chose. Donc on s'isole par mesure de protection évidente. Les financiers ne voudront pas prêter, mais tant mieux, c'est ce que nous cherchons, puisque nous ne voulons plus des marchés financiers, nous voulons les démanteler. La démonstration a été faite maintes fois de leur pouvoir de nuisance, et donc c'est précisément ce que nous recherchons. Donc, a priori, nous sommes d'accord avec ceux qui nous font ces remarques, puisque la France n'est pas isolée. Oui, on est d'accord avec vous, et les financiers ne veulent plus prêter. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Donc, voilà un terrain d'accord avec les gens qui vont nous dire ça. Deuxièmement, la différence entre la Banque Centrale Européenne et la Fed, il y a une dernière différence entre les deux qui tient au statut, c'est-à-dire aux missions de ces deux banques centrales. La Banque Centrale Européenne est ce que l'on a de fait, ce que les classes précédentes ont fait le plus sophistiqué au monde pour entraver la souveraineté monétaire des États et assurer la rentabilité du capital, puisque la seule mission prévue par les statuts de la Banque Centrale Européenne, c'est dans le traité de Lisbonne, c'est le contrôle des prix. Encore une fois, quand les gens disent contrôle des prix, ils sont d'accord spontanément. Ça va de soi, puisque l'augmentation des prix diminue le pouvoir d'achat s'il n'y a pas de système d'échelle relative des salaires dans les prix. Donc spontanément, les gens comprennent ça comme ça. Mais ça n'est pas ça le but, évidemment, parce que dans le langage économique néolibéral, l'inflation désigne quelque chose de très particulier. Ça désigne les salaires. C'est ça, quand il parle d'inflation, il faut empêcher l'inflation, ça veut dire qu'il faut empêcher l'augmentation des salaires. C'est ça, il faut traduire, il faut apprendre les gens à traduire. Pourquoi? Parce que l'inflation, encore une fois, est l'ennemi mortel du capital. C'est pas l'ennemi du travail. C'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi c'est pas l'ennemi du travail? Parce que regardez vos histoires personnelles, familiales, et vos parents, vos grands-parents, demandez-leur comment et quand ils sont devenus propriétaires de leur logement. Eh bien, beaucoup vous diront qu'ils sont devenus propriétaires pendant la période d'inflation qu'a connue la France. Les années 70. Voilà. Pourquoi? Pour une raison très simple. Beaucoup de ménages modestes sont devenus propriétaires parce qu'il y avait l'inflation, grâce à l'inflation. Le mécanisme est très simple à comprendre. Il y a une condition, bien entendu. Cette condition, c'est qu'il existe un mécanisme d'indexation. L'indexation, ça s'appelait à l'époque, c'était une revendication syndicale, l'échelle mobile des salaires et des prix. On a connu ça ici, certains, que lorsque l'indice des prix augmentait, le salaire augmentait 2 mois plus tard de la même proportion. Ce qui fait que l'échelle mobile des salaires et des prix neutralisait les augmentations de prix et que le pouvoir d'achat des travailleurs n'était pas affecté. Et donc, ce système fait que lorsque vous
proportion de vos revenus que vous affectez au remboursement sera peut-être, vous l'avez dit, le maximum légal est 30%. Vous allez consacrer 30% de votre revenu à rembourser votre emprunt immobilier. Mais plus on avance dans le temps, plus c'est un emprunt à taux fixe, évidemment. Il ne faut jamais prendre un emprunt à taux variable, sinon c'est un emprunt à taux fixe, qui donc, le remboursement, la mensualité reste en valeur, mais c'est un montant identique, qui ne change pas. Alors que parallèlement, votre salaire va augmenter sous l'effet des chaînes mobiles des CRTP et sous l'effet des augmentations de salaire. Parce que l'échelle mobile, c'est, pour neutraliser, ce n'est pas une augmentation de salaire, hein, c'est un maintien du pouvoir d'achat. S'ajoutent des augmentations de salaire liées à l'ancienneté, liées aux luttes, etc. Bon. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, la proportion de votre revenu consacré au remboursement diminue. Et ça diminue de plus en plus. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, vos remboursements ne représentent quasiment plus rien dans votre revenu. C'est ce qui a permis aux ménages modestes de devenir propriétaires. Et donc, dans ce contexte politique, évidemment, l'inflation pèse négativement sur le rendement du capital. Et c'est un des problèmes de la révolution néolibérale. Un des motifs économiques profonds, c'est ça. C'est-à-dire que le rapport de force était tel au monde du travail qui devenait même propriétaire de ces immobiliers. Et que ce sont les entreprises qui payaient, c'est-à-dire ça c'était pris sur le profit. Ça diminuait le profit privé, cette affaire-là. Donc, cette question de l'inflation pour les classes possédantes est une question décisive. Parce que ce système, et j'ajoute d'ailleurs, il peut y avoir des discussions là-dessus, mais le fait pour un ouvrier d'être propriétaire de son logement, c'est très important. Alors, évidemment, il y a des puristes qui disent que toute propriété, c'est du vol, on parle de trucs comme ça. Mais ça veut dire que l'ouvrier qui possède son logement, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous la domination du patron pour le logement, pour ça. Il a une monnaie d'échange. C'est une garantie. Il est plus libre que s'il n'a pas cette propriété. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une discussion. Alors, les classes précédentes ont donc rendu les banques centrales indépendantes avec un seul objet, une seule mission, la lutte contre l'inflation, pour cette première raison, parce que l'inflation renforce le pouvoir, le rapport de force en faveur du monde du travail. C'est un mode de régulation économique particulier. Et d'autre part, l'inflation régulière ronge le capital, ronge la rente. On parlait de la rente tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles la rente est tombée dans les études, c'est précisément l'inflation qui annulait le rendement. Donc, le meilleur système pour verrouiller tout ça, c'est l'indépendance entre les banques centrales avec un seul objet, lutte contre l'inflation, taux maximum dans les statuts, 2%. Donc, avec la Banque centrale européenne, on assure une rentabilité perpétuelle cette fois-ci. C'est une rente perpétuelle à long terme, en quelque sorte, pour le capital, qui est assuré d'avoir un rendement positif. Hein, puisque si l'inflation est limitée à 2%, quand vous avez aujourd'hui des emprunts d'État à 10 ans qui sont à 2 et quelques, vous savez, le quelque qui vient en plus, pas beaucoup. Mais ça permet de favoriser les investissements sur le marché d'actions. Tout simplement. Parce que ceux qui ont du capital et qui trouvent le rendement obligataire à 10 ans de 2,3% n'est pas assez fort, n'est pas assez élevé, ça pousse vers le marché d'action. Tout ça est coordonné, est organisé. Hein, les transferts de capitaux entre le marché obligation et action répondent à des logiques particulières. Donc, c'est l'objet de la Banque centrale européenne. Et dernière particularité, la Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter des titres des États émis par les États, c'est-à-dire sur le marché primaire. Pourquoi? Ça c'est les Allemands qui ont posé ça pour des raisons psychanalytiques. Il ne faut pas chercher depuis 14 heures, il n'y a pas
leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser le traumatisme de l'hyperinflation des années 20. Là, le problème, il est là. C'est au-delà de l'économie, ça c'est autre chose, c'est un phénomène culturel, tout ça. Et on n'y arrivera pas. C'est-à-dire ceux qui disent qu'on pourra négocier avec les gens, on ne pourra pas négocier. C'est un truc qui est ancré, on ne peut pas. Ça n'est pas possible, il faut avoir les pieds sur terre, il ne faut pas rêver. Même si on aimerait bien, mais on ne pourra pas. Alors, la Fed, la Banque fédérale américaine, elle, a deux missions. La lutte contre l'inflation, évidemment, mais le plein emploi. Il y a le plein emploi. Pourquoi il y a le plein emploi, même si après ça n'est pas suivi d'effets qu'on aimerait en voir, disons. Mais d'abord, moi je pense que c'est lié au fait que les Américains sont beaucoup plus sensibles au chômage que nous. Et ils ne supportent pas. La société dans son ensemble ne supporte pas le chômage. Alors qu'en France et ailleurs, il y a, ça a été fabriqué, mais il y a une acclimatation. Les principaux partis politiques, par exemple, évidemment, disent tous qu'il faut qu'il y ait pas de chômage, d'autres trucs, mais tout ceci ne tient pas la route. Personne ne propose des choses sérieuses, parce qu'on croit que c'est fini, qu'il y a une acclimatation. On s'est acclimaté. Les expressions harmonie. Et c'est différent aux États-Unis. Il y a donc c'est un reflet dans les statuts de la Banque fédérale américaine. Mais après, la manière de lutter contre le chômage aux États-Unis est très différente. Parce que certes, ils supportent moins de chômage que nous, mais les mesures qu'ils prennent pour résoudre le chômage, c'est une libéralisation du marché du travail, comme on n'en a jamais connu. Comme on ne connaît pas ça en France, ils sont allés très très loin. Ce qui fait que, quand on parle aujourd'hui de relocalisation industrielle aux États-Unis, il y a un mouvement de relocalisation. Pourquoi? Parce que dans certaines régions des États-Unis, le prix de la main-d'œuvre est devenu quasi équivalent au prix de la main-d'œuvre de pays du tiers-monde. Ah oui. Parce que quand on ajoute la faible pression fiscale, les entraves mises au développement syndical, le fait que ce sont des travailleurs immigrés qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires, eh bien l'ajustement se fait par le prix du travail. Et donc l'emploi, certes, il y a des emplois, mais l'emploi, il faut, quand on mesure l'emploi, c'est pas simplement la quantité d'emplois, c'est aussi la qualité des emplois, leur niveau de rémunération, leur qualification, etc. Bon. Alors ensuite, sur la... oui, ce qui est proposé, c'est évidemment une remise en ordre du système financier, plus précisément la sortie des marchés financiers pour réinstaller un système financier débarrassé des marchés financiers. Là, ce qui a été évoqué, c'est un seul aspect, celui du marché obligataire public. Il faudrait régler la question du marché obligataire privé, celui des entreprises, et le marché action, le marché, et puis les autres marchés financiers. Alors, les entreprises là-dedans, le financement dépend des résultats des entreprises. C'est deux choses différentes. Là, l'objet, c'est de parler de l'emprunt. Bon, on parle de l'emprunt. Quel rapport avec les résultats des entreprises? Les résultats des entreprises vont alimenter le budget de l'État par la fiscalité, d'une part, et par les salaires dissipés par les entreprises. C'est ça les deux choses intéressantes pour l'instant. La fiscalité qui s'applique aux entreprises va alimenter le budget de l'État. D'accord? Plus les entreprises ont de résultats, plus le rendement de l'impôt sera fort, c'est une évidence. Donc, on a intérêt à ce que les entreprises dégagent des résultats, qu'il y ait une activité dans la sphère marchande importante. Pour ce premier motif, la fiscalité va alimenter le budget de l'État. Donc la fiscalité sur les entreprises, c'est très
Il y a l'impôt sur les sociétés, il y a l'impôt sur les dividendes. Pour se limiter à ces deux aspects, c'est une affaire de curseur, hein. Il suffit de tourner au froid, au chaud, paf, paf, on monte, on baisse en fonction du rapport des forces, mais on peut donc jouer de manière extrêmement facile sur ces paramètres. Pour alimenter le budget de l'État, qui permet ce que vous savez, le financement, les investissements en politique sociale, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec l'emploi? Oui, il y a un lien, parce que si le budget de l'État augmente grâce à l'augmentation du produit de l'impôt sur les sociétés qui pèse sur les entreprises, il y aura certainement moins besoin d'emprunter. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Le deuxième rôle des entreprises dans cette affaire, c'est de distribuer des salaires. C'est le plus important d'ailleurs dans l'affaire, parce qu'en fait, une économie est intéressante. Le but d'une économie, on pourrait dire, c'est ce que Keynes dit, c'est de distribuer des salaires. Et donc, les entreprises distribuent des salaires, et c'est avec ces salaires que l'économie va tourner, que les gens vont acheter des trucs qui sont fabriqués par les entreprises, que les gens vont payer des impôts, et qu'ils vont épargner. Il n'y a d'épargne que s'il y a salaire. Donc là, le bouclage se fait de manière évidente, c'est que les banques qui vont acheter les titres d'État vont en garder une partie pour faire des opérations purement spéculatives, mais elles vont vendre les autres. Elles vont les vendre à qui? Elles vont les vendre à des institutions financières, essentiellement les compagnies d'assurance. Il y en a 3. Compagnies d'assurance, fonds de pension, fonds mutuels. Qu'est-ce que c'est que ce type d'institutions? On les appelle des investisseurs institutionnels, les INSA. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de gérer l'épargne d'autrui. Quand vous avez versé une prime d'assurance, quand vous êtes dans un fonds de pension, quand vous avez acheté des parts de SICAV, les sommes que vous avez versées vous appartiennent, elles n'appartiennent pas à l'institution qui les gère. Et donc, pour que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les fonds mutuels achètent sur le marché secondaire des titres d'État comme d'autres titres, encore faut-il qu'elles aient des clients sous-jacents, c'est-à-dire qu'elles aient des gens qui leur ont versé l'épargne. Et cette épargne vient du surplus sur le revenu qui, pour l'essentiel, est du salaire. D'accord? Donc le bouclage se fait de cette manière-là. Ensuite, les emprunts russes, avec l'idée d'une clôture, il n'y a pas de clôture. Disons que quand un État, ou disons un émetteur, parce qu'il n'y a pas que les États qui émettent, quand un émetteur obligataire annule sa dette, restructure sa dette, mais ceux qui ne sont pas payés, ils vont protester de manière perpétuelle, hein, c'est-à-dire jusqu'à leur mort, et leurs descendants, parce que c'est le cas aujourd'hui avec les emprunts russes, hein, leurs descendants, c'est perpétuel. Voilà. Et puis l'État peut dire, il y a eu un deal d'ailleurs, hein, il y a eu un deal il n'y a pas très longtemps, je crois, où après l'État il peut rembourser, il y a différentes choses. Il peut rembourser par création monétaire d'ailleurs, hein. Ce serait beaucoup plus élégant. Donc, si vous voulez, tout ça c'est de la politique. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, c'est le rapport des forces, c'est la capacité de nuisance des héritiers, des emprunts russes. Encore que c'est vrai que des simples gens ont été floués, ils ont été trompés par les banques qui leur ont revendu des emprunts russes. Les gens croyant faire une bonne affaire. C'est vrai que quand le régime soviétique se met en place à la révolution de 17, il annule la dette du tsar. C'est quand même pas anormal. Hein, c'est pas anormal. Et donc, les mecs, depuis 1917, ils gueulent. Ouais. Alors, ensuite, quelle proportion entre les trois moyens d'emprunt, c'est-à-dire l'emprunt forcé auprès des banques et compagnies d'assurance, les bons d'épargne, les emprunts nationaux et la création monétaire.
donc elles ne peuvent pas avaler indéfiniment, on ne peut pas les gaver comme des oies. Au bout d'un moment, on va exploser. Donc il y a certainement une limite. Bah, il faut voir jusqu'où est la limite. Donc il faut tester, mais bon, ça ne représente pas tellement de problème particulier, ça c'est la première chose. Sur les bons départ, mais ça c'est autre chose, parce que la régulation, l'articulation entre épargne et consommation, c'était l'objet du livret A, de ce qu'on appelle le taux administré du livret A. Quand l'État décidait du taux du livret A, ça servait, c'était un revenu pour l'État, au chaud au froid. Quand l'État voulait qu'il y ait plus de consommation, parce qu'il y avait un petit ralentissement économique, et qu'il fallait donc injecter du pouvoir d'achat, il baissait le taux du livret A. Non, parce que c'est plus du tout le même système aujourd'hui. Le taux du livret A dépend d'une formule mathématique qui dépend de différents paramètres sur les taux du marché, etc. Ça n'est plus un taux administré, comme on l'appelait avant. Le taux administré, c'était le ministre des Finances qui disait à partir de telle date, le taux c'est ça, point barre. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, puisqu'ils veulent aligner le taux du livret sur le taux des marchés, et justement éviter à l'État, là aussi, d'avoir un impact sur l'économie. Alors, quel était l'intérêt pour l'État? L'État, quand il y avait un petit ralentissement économique, il baissait le taux d'intérêt avec l'espoir que les gens, voyant que leur épargne est moins rémunérée, considéraient qu'il valait mieux consommer tout de suite plutôt que de stériliser une épargne peu rémunérée. Donc ça favorisait, c'était censé favoriser la consommation. Bon, c'était relativement vrai, mais c'est modeste comme formule. Et inversement, quand il y avait besoin d'investissement, quand il y avait besoin de sous, quand il y avait de l'inflation, une surchauffe, comme on dit, il fallait fermer un peu le robinet de la consommation, donc on refroidit l'économie. C'est comme ça que les économistes appellent ça, on refroidit l'économie, c'est-à-dire on provoque un peu de chômage, beaucoup de chômage, en augmentant les taux d'intérêt. C'est ce qui s'est fait au tournant. L'essentiel du tournant néolibéral de 1979, c'est ça, c'est-à-dire une augmentation des taux d'intérêt pour refroidir l'économie avec le deuxième choc pétrolier, pour augmenter le chômage, volontairement. Donc, on augmente les taux d'intérêt, les gens consomment moins et affectent une partie de leur revenu plus important qu'à l'État. Donc, le troisième point, la troisième possibilité, qui est la création de l'État. Les avances au trésor, ça peut être, puisqu'elles sont remboursables. Remboursables, d'ailleurs, dans l'histoire, on a vu que certaines, enfin bon, je ne vais pas développer, mais l'État finalement français a toujours remboursé ses avances faites par la Banque de France au Trésor, même si c'est, 10, 15, 20 ans après. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de terme. Donc ça donne une souplesse très intéressante, puisque la Banque de France peut avancer au Trésor, mettons, 20 milliards de francs, les revenus de francs, 20 milliards de francs. On sait que l'État doit rembourser. On le sait. Quand, comment, on ne sait pas. Ça se fera en fonction de la conjoncture. C'est dans les livres de l'État et de la Banque de France. C'est extrêmement souple comme système. Et est-ce que ça pose un problème économique? Aucun. Ça pose aucun problème économique. C'est un jeu d'écriture. Alors, autre chose sont les avances non remboursables, c'est-à-dire la création monétaire. Et ça, on a le cas, disons, du cartel des gauches en 1924, puisque là, on a vu qu'il y a eu tout un débat intéressant sur ce qu'on appelle le plafond. Le plafond. Est-ce qu'il existe un plafond de création monétaire par rapport au budget de l'État ou par rapport au PIB? Quel est le pourcentage de création monétaire que l'on peut s'autoriser? Il n'y a pas de loi économique, mais il y a des conséquences. C'est-à-dire, évidemment, quand on crée de la monnaie plus que, de manière
décalé par rapport à la richesse nationale, ça veut dire que le pouvoir d'achat de la monnaie diminue, la valeur de la monnaie diminue. Donc c'est une question qui doit être quand même regardée de près, et la création monétaire n'est pas infinie. Ça c'est un débat qu'on va voir. Il faut la plafonner, il faut plafonner la création monétaire. Par exemple, quand on regarde en France, pendant la Première Guerre mondiale, le financement, classiquement, les guerres sont financées par l'emprunt, mais aussi par la création monétaire. Et le plafond, si la mémoire est bonne, le plafond de création monétaire était aux alentours de 15% du budget de l'État. 15% du budget de l'État. Ce qui fait, sur un budget, par exemple, de 200 milliards d'euros, aujourd'hui, ça veut dire une création monétaire de 15 milliards d'euros, quelque chose comme ça, de 30 milliards d'euros. Bon, c'est assez modeste, finalement. On peut certainement aller plus loin. Les dates, j'avoue que pour l'instant, moi je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. C'est un travail qui reste à faire. Ça dépend de l'activité aussi de l'État. Ça dépend de son activité productrice. Ça dépend du contexte. Mais c'est pour ça que c'est une pourcentage du budget. Voilà, si ça correspond à une activité réelle qui ça ne produit pas forcément l'inflation. C'est contextuel en fait, ça dépend. Attendez, on va. Je termine et puis après, réaction au micro que tout le monde entend. Le dernier point, quelles mesures de rétorsion? Alors, il y a classiquement deux types de mesures de rétorsion, des mesures légales et des mesures extraordinaires. Sur le plan légal, il n'y a pas vraiment de moyens légaux qui peuvent être employés, sauf la rupture du contrat obligataire, c'est-à-dire le fait d'émettre des obligations crée, il y a un contrat finalement entre l'émetteur et l'emprunteur, et là il peut y avoir des recours, c'est l'Argentine qu'on a évoqué, ou des tribunaux privés demandent, publics d'ailleurs, puisqu'à New York il y a aussi une plainte déposée par un fonds de pension, un fonds à hedge fund contre l'Argentine. Donc il peut y avoir des moyens légaux utilisés, publics, ou dans le cadre du CIRI, le comité international je ne sais plus, où l'Argentine est également traitée. Donc au CIRI, l'Argentine ne paye pas. Voilà. Mais même si elle est condamnée, il ne faut pas payer. Il n'y a pas de suite. Ça sert à rien. Voilà. Il ne faut pas se laisser impressionner. Sur le plan de la justice civile, à mon avis, c'est pareil. Il ne faut pas payer. Même s'il y a une condamnation, on ne voit pas en quoi un tribunal, par exemple de New York, pourrait condamner l'État français à rembourser les gens. Bon, c'est de la politique, là, on ne paye pas, évidemment. Donc, ça peut provoquer évidemment des mécontentements chez ceux dont on a annulé la dette, mais justement l'intelligence politique du moment consistera à diviser les créanciers. Évidemment, quand on restructure une dette, on commence par diviser l'adversaire et donner à certains et pas à d'autres, et selon un certain nombre de critères, et bien identifier à qui on ne remboursera pas en fonction de leur pouvoir de nuisance, des conséquences économiques, sociales, politiques, psychologiques, etc. Là, le choix de la restructuration, c'est de la politique à l'état pur. Sur le plan extra-légal, des tas de choses sont possibles, on fera face, c'est tout, on verra ce qui se présente. Mais évidemment, les États dans lesquels des ressortissants ont été lésés par la décision du gouvernement français, ces États prendront la défense de leurs ressortissants, c'est dans la nature des choses. Et donc, feront des démarches, des pressions plus ou moins fortes, se regrouperont éventuellement pour protester. Il faut s'attendre à cela. C'est l'histoire de l'emprunt russe. Comment? C'est l'histoire des emprunts russes. Oui, donc voilà.
c'est autre chose l'Islande parce que c'est pas en public, c'est privé, c'est une autre catégorie. Ouais. Bon, donc voilà, là-dessus, c'est le rapport des forces qui déterminera le résultat de la pression des uns et des autres.